J'ai demandé à toutes les personnes autour de moi, pareil. Oui. Ça va être fatigant. J'ai un deuxième post aussi sur l'exorcisme. Ah oui, oui. À chaque fois, on me dit va te faire exorciser. Oui, oui. Magie noire. Tu dois être purifié, d'accord? Non, non, mais... Satanus, sors de ce corps. C'est ouais. terrible. Ma seule réponse, c'est de les afficher. Parce oui, que de toute façon, tu veux faire quoi? je trouve que c'est la façon la plus intelligente de répondre. Parce que si je perds de l'énergie Ah à non. aller répondre, Non, c'est pas non, possible. non. Déjà, les lire, c'est trop, tu vois. Ça prend déjà trop de temps. Exactement. Et en même temps, je me respecte aussi sur le fait que j'ai pas envie... je respecte l'anonymat. Alors que pourtant, quand tu commentes, t'as ton pseudo, tu vois. Donc j'aurais pu dire, bon bah, il commente, il y a son pseudo, le gars, il sait que voilà. Mais je suis quand même sympa parce que je le fais de façon anonyme, parce que j'ai pas envie d'appeler au harcèlement de qui que ce soit. Dommage. J'ai totalement conscience que si je mets les pseudos, ils vont se prendre des vagues pas possibles dans la figure. Et c'est pas le but non plus, quoi. Le but, c'est juste de regarder ce qui se dit, regarder à quel point c'est pas normal, et regarder à quel point il faut qu'on fasse encore ce travail d'information, parce qu'on n'y est pas encore. Bah tiens, typologie des types de, entre guillemets, des types de commentaires déplacés que tu reçois, comment tu les qualifierais? Il y a tout ce qui pas est... difficile. Les trucs misogynes et les insultes. Et en fait, concrètement, tu reçois quoi comme truc je parle bien des trucs négatifs, les trucs positifs. Alors, on en parlera après. Je pense que le petit 1, c'est vraiment ce truc de toute façon, toutes les femmes sont folles. Voilà, ça, voilà. Voilà. Le petit 2, je crois que c'est tous les trucs religieux. De va te faire exorciser. Ça, je ne m'y attendais pas. Jésus tu vois, ça passe. ouais, c'est logique. De Mais je m'y attendais pas. De tout ça. Ouais. Et en 3, là, c'est des trucs genre, ouais, on m'attaque parce que j'ai les yeux bruns, parce que je suis blanche. Il y en a beaucoup qui disent que tu as les yeux bruns, enfin, entre guillemets, que c'est le problème. Parce que moi, ça m'a trouvé dans les 4 messages que tu avais envoyés. Ça m'a troublé. Il y en a un, bon, bah, j'ai bien rigolé, qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon, ouais. Mais celui sur les yeux bruns, c'est fréquent comme truc là? Non, pas du tout. Mais en fait, on m'attaque. En fait, j'ai l'impression que les gens ne savent pas sur quoi m'attaquer, du coup, ils vont aller chercher des. Ouais, j'ai l'impression, hein, parce que là, il n'y a plus. Des trucs, voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a tous les trucs un peu sexuels, du gangbang, voilà, production. Bon, ça, on passe, trop facile. Trop facile. Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'encore, si la chaîne avait un rapport avec ça, je peux comprendre. Ça va se déplacer. Mais je peux comprendre qu'il y a un lien. Mais là, on parle de psychiatrie, je veux dire. On parle de borderline, trucs comme ça. Et là, c'est drôle parce que ce message, c'est typiquement un truc qui peut être envoyé à tout le monde. Oui. C'est bien, au moins, tu copies-colles partout. Voilà, c'est bien. Je pense que le gars, il a tenté. Le gars, il a tenté. Même il se dit, allez, j'essaye. Non, je te jure. Mais c'est vrai que. Mais ça, je pense que c'est. Enfin, moi je parle de santé mentale, mais je pense que si j'avais abordé n'importe quel autre sujet, la misogynie et les trucs sexuels, enfin voilà. Je pense que ça rentre surtout dans une problématique plus large. Oui. Beaucoup plus large. Donc, je pense que ce qui est vraiment propre à la problématique de la santé mentale, là ça va être les trucs religieux. Ouais. D'accord. Ça revient quand même beaucoup, les trucs de Dieu va te sauver. Vas-y. Les cafés. C'est pip. Tu repars en arrière. On a vu que tu étais patiente experte, on a vu que tu avais vraiment des connaissances et ainsi de suite qui étaient assez impressionnantes. Plein de choses, c'est extrêmement intéressant. Mais toi, c'est quoi en gros le trouble dont tu souffres précisément? Parce qu'il y a plein de troubles, on a compris que c'était assez complexe. Donc là, en fait, le simple fait de le définir, je pense que ça va peut-être nous prendre 1 heure. Je prépare juste le public à le truc. Bah, je vais essayer de le faire quand même de façon un petit peu concise, mais le trouble borderline tel qu'il se traduit chez moi, parce qu'on est tous et toutes borderline de façon différente, ça va se traduire par une hypersensibilité, une hyperémotivité, l'impression d'être tout le temps poussé dans les extrêmes, l'impression aussi d'avoir une image de ma personne qui est très distordue, donc je suis la meilleure du monde, je peux tout accomplir, versus je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre. Et c'est cette sensation aussi d'être très dysfonctionnelle, d'être différente des autres dans le sens péjoratif du terme. Et donc ça va faire que je vais porter une importance particulière au fait d'être valide, au fait d'être incluse,
j'ai peur de l'abandon et du rejet. Et en fait, moi, j'ai un peu l'impression d'être une hyper émotive en manque d'amour qui va chercher à chaque fois la validation d'autrui et à être aimée. Et qui est capable de se mettre dans des étapes peut-être un petit peu compliquées. Quand je me sens rejetée, abandonnée, ça va vraiment appuyer sur quelque chose de très fragile chez moi. Donc voilà un peu dans les grandes lignes. Après, la chance qu'on a sur le trouble borderline, c'est qu'il est très très bien identifié parce qu'il y a 9 critères du borderline. Et sur les 9 critères, il faut cocher 5 des 9 critères pour avoir le diagnostic. Sachant qu'on n'a pas tous les mêmes 5 critères, donc on n'est pas tous borderline pareil. Et puis moi, dans mon cas, j'ai les 9. Plus 1 en plus, bonus. Genre, vraiment, C'est sa carte de fidélité. quand on m'a énoncé comme ça les 9 critères du borderline et que j'ai capté que en fait, on venait de décrire toute ma personne, tu sais, c'était un peu genre... Peut-être qu'il y a un truc, en effet. Peut-être que... Il y a peut-être quelque chose, je suis d'accord. Il n'y a pas un critère en plus que je ne valide pas au cas où, tiens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Négocier, tu vois. Pour les statistiques, j'ai pas l'air sérieux, moi. C'est travail. Par contre, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as tout de suite été reconnu comme borderline et donc il n'y a pas eu des problèmes qui s'identifient souvent où en gros les borderlines sont classés comme dépressifs ou comme bipolaires. Toi, ça a été précis assez vite. Non, au début, j'étais hospitalisée pour une suspicion de bipolarité. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc sur mon dossier médical. Et c'est vrai qu'au début, je pensais que j'étais bipolaire, mais là aussi, en fait, dans la bipolarité, il y a plusieurs types. Type 1, type 2. Je crois que le type 3, ils l'ont enlevé, mais je sais plus. Enfin bref, à confirmer et à vérifier. Et donc, je crois que entre la bipolarité de type 1 et le borderline, en fait, il y a énormément de traits communs. Et c'est pour ça que moi, j'ai d'abord été diagnostiquée bipolaire avant de voir que, ah non, en fait, c'était du borderline. Mais moi, je pense qu'il faut être vachement indulgent et indulgente avec les psychiatres. Ça arrive qu'il y ait des erreurs de diagnostic, hein, mais aussi parce que les troubles psychiques, c'est pas du tout aussi simple qu'il n'y paraît. Et qu'il faut avoir une phase d'observation qui soit sur un temps, qui soit suffisamment long pour pouvoir un diagnostic juste. Et ça, on n'a pas tous et toutes l'opportunité d'être suivis par des psychiatres sur une très longue durée pour qu'ils puissent distinguer est-ce qu'on est sur de la bipolarité de type je sais pas combien ou est-ce qu'on est sur du borderline. Donc voilà. Et donc il n'y a pas eu de problème, on va dire, de stigmate du fait que tu étais borderline, par exemple. Par rapport à quoi? Souvent les borderline chez les psychologues sont souvent mal vus. Pas toujours, hein, bien sûr. Psychiatre ou psychologue. Mais mine de rien, j'avais écouté une conférence et dans la littérature, très souvent, parfois il arrive qu'on classe les personnes comme étant bipolaires parce que c'est mieux vu. Les borderline étant considérés comme des, comment dire, des cas à problème. Des patients difficiles. Oui. Et difficiles de manière polie, ils ne sont pas toujours polis. Quand on observe vraiment la sociologie, certaines pratiques, pas tout le monde, il y a des gens très sérieux, la plupart font bien leur travail, mais globalement, une partie aussi considère que les borderline, c'est compliqué, c'est long, c'est vraiment difficile. Toi, tu ne l'as pas vécu, ça? Ou à moitié. Bah moi, du coup, j'ai eu la chance de faire une thérapie de groupe spécialisée dans le trouble borderline. Donc j'étais que avec des personnes border. Ouais. Et là, pour le coup, moi, ça a été révolutionnaire dans ma vie parce que autant quand je suis arrivée dans cette thérapie, j'étais pas du tout convaincue de mon diagnostic. C'est genre, on m'avait dit que j'étais borderline, mais en toute sincérité, je m'étais dit, ouais, enfin, c'était rentré par une oreille, c'était sorti par l'autre. J'ai dit, ouais, en fait, vous en savez rien, vous me balancez des trucs comme ça, mais voilà. Et ça a été, je suis arrivée la première fois dans ce groupe de parole en me disant, je suis là, mais en vrai, je suis pas vraiment concernée. Ouais. Je suis là par principe. Parce qu'on m'a dit que, mais en vrai, j'y crois pas trop. Et quand j'ai entendu les autres personnes parler, en fait, ça a été... moi, j'ai eu l'impression d'être foudroyée par la vérité comme ça, en me disant, mais en fait, j'ai carrément ma place ici. J'ai carrément ma place ici, c'est totalement ça. Ces personnes sont vraiment comme moi et c'est impressionnant de voir à quel point on est tous et toutes borderline différemment. Mais on a un socle commun, on a quand même un noyau dur
parce qu'on a des comportements très autodestructeurs d'autosabotage. On s'auto-sabote et on s'auto-détruit pas de la même façon. Il y a plein de façons différentes de se faire du mal. Mais en fait, on a quand même ce truc de, en fait, je m'auto-détruis, je m'auto-sabote parce que j'ai besoin d'être aimée, que ça me permet de me sentir de telle ou telle façon, etc. Et moi, quand j'ai entendu les autres parler, je me suis dit, mais en fait, j'ai trouvé l'endroit où, qui me correspond avec des personnes qui sont vraiment comme moi. Après, en effet, c'est vrai qu'au début, moi, la thérapie de groupe, je m'étais dit, mettre plein de borderline tous ensemble et les faire parler. Battle Royale. Et les faire parler des trucs les plus traumatisants de leur life. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Yeah. Est-ce que là, on n'est pas un tu vois le même où il y a... Voilà. Il y a eu des séances de groupe qui ont été hyper compliquées, hyper difficiles. Et franchement, c'est pour ça que moi j'ai une admiration pour les blouses blanches qui est extraordinaire parce qu'ils doivent gérer des situations où vraiment, moi j'étais là en mode allez-y, c'est à vous de gérer ça, tu vois, genre on est tous en train de remuer des choses hyper difficiles, etc. En plus ça fait écho les uns avec les autres, ça fait miroir, c'est super dur. Moi j'ai eu des moments en thérapie qui étaient hyper délicats. Parce que tu as un moment cette prise de conscience de se dire mais en fait si toutes mes relations ne fonctionnent pas, c'est pas parce que c'est le problème de la personne en face ou du monde ou de la société, en fait le problème c'est moi. Et ça c'est hyper délicat quand les psychologues sont là et que tu dis ah mais en fait si mes relations marchent pas c'est parce que moi je ne relationne pas correctement avec les autres êtres humains. C'est dur quoi, vraiment c'est dur et ça met un poids sur toi de responsabilité quoi finalement. Ça te responsabilise. Ça te force à faire l'introspection de tes relations et à comprendre de façon totalement nouvelle ce que tu pensais que ça avait foiré, en fait ce qui a vraiment foiré, tu vois. Du coup, et ça donc te remet en question, ouais franchement c'était dur hein. Franchement moi j'ai fondu en larmes, j'étais là, j'en peux plus et tout, du machin, qu'est-ce que j'ai fait, culpabilité, tout ça. Donc il y a des moments en groupe qui sont extrêmement délicats et c'est pour ça que moi j'ai vraiment une admiration pas possible aux blouses blanches parce que c'est des gens qui sont passionnés par leur travail, c'est des gens qui sont convaincus aussi de l'efficacité de leur thérapie parce que ça a prouvé son efficacité vraiment de façon conséquente. Et c'est vraiment des gens qui sont là pour te ramasser à la petite cuillère là quand t'es par terre totalement détruite et qui te disent ok rassure-toi, on va pouvoir travailler dessus, c'est un pari sur tes relations futures, en fait c'est ça. Moi j'ai toujours vu le travail thérapeutique en mode je le fais pas pour les relations passées parce que de toute façon c'est trop tard, je le fais pas pour moi maintenant parce qu'en toute sincérité je suis en train de douiller comme jamais, je le fais pour la moi du futur qui va potentiellement relationner avec d'autres personnes et pour pas reproduire ce que j'ai vécu et puis pour pas que ça me arrive à nouveau. Et en fait, la thérapie, c'est ça. Ça demande énormément de courage de se remettre en question. C'est vraiment pas facile, mais c'est un pari qu'on fait sur l'avenir pour ne plus retomber dans les mêmes carcans et les mêmes schémas qui sont tout le temps hyper répétitifs en plus de ça. Moi, je trouve ça désolant de voir comment j'ai reproduit le même schéma encore et toujours avec des personnes différentes, alors que ce truc-là, si pareil... Surtout que tu l'as pas vécu comme un retour cyclique en permanence, quoi. Pour toi, sur le coup, c'était différent, il y a eu d'autres problèmes. Exactement. Alors que finalement, c'était un schéma qui se répétait en permanence. Alors qu'en fait, c'est moi qui étais tout le temps là en train de me dire j'abandonne avant d'être abandonnée, je rejette avant d'être rejetée, parce que c'est un moyen d'autodéfense aussi, et parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que borderline, si on agit de cette façon-là, c'est parce que personne ne nous a jamais appris à agir différemment que comme ça. C'est les seuls moyens que vous avez. Genre moi, si j'abandonne avant d'être abandonnée, c'est parce que j'ai pas d'autre option que ça, en fait. Et fort heureusement, il y a les psys qui nous prennent par la main et qui nous apprennent la communication de base, la gestion, accueillir ses émotions, les communiquer aux autres. Tout ça, c'est des apprentissages. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que relationner entre êtres humains, moi, je trouve que c'est hyper dur parce qu'on a tous et toutes nos modes et nos schémas.
parce que du coup, la thérapie que j'ai faite, c'est la thérapie des modes et des schémas. Les modes, bon, je vous explique avec mes mots, hein, parce que voilà. En gros, quand on relationne, donc les schémas, c'est les schémas toujours hyper répétitifs qu'on va reproduire. Et les modes, en fait, quand on relationne avec d'autres gens, on va tomber dans des modes. Donc il y a le mode enfant vulnérable, enfant en colère, parent exigeant, parent punitif. Et en fait, le but, c'est de se comporter en adulte sain. Mais pour se comporter en adulte sain, c'est vraiment pas évident parce que t'as ton enfant vulnérable qui est là, t'as ton parent punitif. Le parent punitif, c'est tous les trucs qui te dit tu n'es pas assez, tu n'es pas... tu n'as pas ramené assez de notes, tu n'as pas fait voilà, assez de sport. je ne suis pas assez compétente, je suis nulle, je suis bidule. Ça, c'est le parent punitif. T'inquiète pas qu'à l'école, on voit ça en permanence. Il y a toujours un parent... Voilà. Il y en a qu'un encore. Minimum, hein. Ouais, minimum. Mais donc voilà, c'est genre tout ce travail où on arrive en thérapie avec une situation qu'on n'a pas réussi à gérer, qu'on ne comprend pas pourquoi ça s'est mal passé. On va tout décortiquer. Ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'avais envie de dire à la personne que j'ai pas forcément réussi à exprimer? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc avec les psychologues, on va tout décortiquer et tout. C'est un travail qui est épuisant. D'analyser. Ouais. Bon, je vais dormir. Hein. Exactement. Après, bon, c'est une gymnastique qui se travaille, mais c'est vraiment... Voilà. Et ensuite, le but du jeu, c'est en 3 étapes très simples. En fait, les psychologues arrivent à désamorcer n'importe quelle situation, aussi complexe qu'elle puisse paraître, avec vraiment ce truc tout simple de « il s'est passé ça », de façon très factuelle. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que moi j'ai ressenti dans cette situation. Et en petit 3, le besoin qui a été touché, voilà ce dont j'ai besoin. D'accord. Donc, avec ces 3 trucs-là, et ben en fait, les psychologues arrivent à solutionner n'importe quel conflit, n'importe quel... Enfin, c'est vraiment de la communication de base, tu vois. Sauf qu'on ne nous l'apprend pas et on n'est pas au courant de ça. Donc nous, quand on est touché, quand on est affecté, on va se mettre en colère, on va pleurer, on va être triste. Ouais. Alors qu'en fait, on peut désamorcer ça de façon beaucoup plus adulte, entre guillemets. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression des fois d'être une enfant blessée, tu vois, qui est là, ouais, tu vois. C'est vrai qu'on gagnerait tous à en faire, en fait. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui ont une dysrégulation émotionnelle qui est plus forte, donc ça va être finalement plus impressionnant quand ça arrive. Mais je crois que, bon, est-ce que vraiment on est des adultes sains et responsables? Je suis pas sûr. Hein? Mais tu vois, justement, tu as dit beaucoup de choses. Pas tout le monde ne se comporte en adulte sain. C'est ce que j'allais dire. Tout le monde a ses modes et en plus de ça, on doit cohabiter entre toi t'as tes schémas, moi j'ai mes schémas, toi t'as ton mode, moi j'ai mon mode. C'est compliqué quoi. Donc nous, on peut agir sur nous-mêmes et de se dire ok, qu'est-ce que adulte sain aurait fait dans cette situation? Ça c'est vraiment le travail thérapeutique de base, c'est adulte sain, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et bon bah voilà, et c'est essayer le plus souvent dans la vie de tous les jours. N'hésite pas. Merci. T'as lu dans mes pensées, genre. Je veux ou pas? Non, c'est moi, vas-y. Mais c'est intéressant, surtout que là, tu as touché beaucoup de points que nous, on a étudiés juste avant ou travaillé en général dans nos études lors de notre parcours scolaire et ainsi de suite. Moi, l'une des questions les plus importantes, j'ai l'impression nous, on a envie de poser, et tu me dis si la question elle est pas pertinente ou tu penses qu'elle est vraiment à côté de la plaque ou qu'elle touche à une sensibilité qu'il ne faut pas, c'est le fait même de qualifier ça comme un problème d'être borderline. Étant donné qu'il y a énormément de critères, en général, quand il y a autant de critères et qu'on n'arrive pas à mettre des gens dans la même case, est-ce qu'on peut considérer ça comme un problème déjà? Surtout que lors de ta définition, tu as dit, si je me rappelle bien, c'est une hyper-émotivité, c'est le fait de ne pas savoir gérer des situations, c'est de demander l'approbation sociale, entre guillemets, ainsi de suite. Bah, si je résume ça, ça fait un peu la vie de tout le monde, quoi, finalement. Tout être vivant a besoin de gérer ses émotions et on passe tous en maternelle, en élémentaire, au collège à gérer ses émotions. On passe tous par l'approbation sociale, surtout au collège, par exemple. On passe tous par des moments de phase où on n'arrive pas à gérer nos émotions. Donc, est-ce que c'est finalement pas un trouble? Et
Je dis pas ça du tout pour nier, mais vraiment pour cibler quelque chose de concret. Parce que si on dit que c'est un trouble, il y a tout un mécanisme qui s'enchaîne, le fait d'avoir des réunions de groupe, des thérapies de groupe, de voir un psychiatre, ainsi de suite. Et si on dit que ce n'est pas une maladie, il faudra mettre en place d'autres critères. Typiquement, si c'est tout le monde qui est affecté par ça, bah, peut-être mettre ça à l'école comme une sorte de pratique, en EMC, éducation morale et civique, le fait de se maîtriser, de pouvoir essayer de comprendre par quelles émotions on est passé. Quelque part, on fait déjà ça un peu. Donc, est-ce que vraiment, on peut considérer ça comme une maladie? Ou est-ce que, au contraire, c'en est pas une, et que finalement, c'est quelque chose que tous les êtres humains... Une potentialité de toute vie humaine. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Bah, ou pas du tout. Tu me dis si ma question, elle est vraiment pas bonne. Hein. Question à la backseat. Hein. Ouais. Ça rigole pas. Hein. Bah, c'est disons la seule grosse, enfin l'une des grosses questions que nous on se pose et que les chercheurs se posent. Est-ce que vraiment on se trompe pas de méthode tout court sur ce genre de truc? Tu vois? Bah en fait le borderline, alors juste petit truc, t'as dit plusieurs fois gérer les émotions. Le truc qu'on apprend, c'est que justement une émotion ne se gère pas, elle s'accueille. D'accord. Ça, c'est le premier truc de la thérapie, c'est arrêter de vouloir contrôler ses émotions. Et on est vraiment dans une démarche d'accueil. C'est juste un petit truc. Ouais, pas de souci. Bah, je prends tous les tips. Et en fait, le borderline, ce qui diffère des autres troubles, c'est qu'on n'est pas né borderline, on est devenu borderline. D'accord. Okay. À cause de traumas très tôt dans l'enfance, soit à cause d'une négligence, soit à l'inverse, à cause de les parents qui sont beaucoup trop, qui couvrent beaucoup trop et qui protègent beaucoup trop. Donc c'est l'un des deux extrêmes qui va faire que l'enfant, très tôt, très jeune, va développer aussi une intensité émotionnelle et une gestion qui n'est pas adéquate. Exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment un apprentissage qui a été manquant. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé normalement à l'âge où tous les enfants développent leurs traits émotionnels, leurs trucs, leur régulation aussi. C'est-à-dire le parent qui, quand il pleure, quand un enfant pleure, va aller le consoler, va tout ça. Et pas lui dire arrête de pleurer, pleurnicher comme une fillette ou voilà. je sais quoi. Ouais. Donc il y a cette dimension-là, petit 1, et petit 2, au niveau des troubles psychiques, on considère que ça doit être pris en charge à partir du moment où la personne souffre de ça. Ouais. Si la personne ne souffre pas et qu'elle est très bien dans sa vie avec ça, en vrai, on n'est personne pour arriver et pour dire tu es malade, tu as besoin de te faire soigner. Si la personne n'est pas en souffrance de ça et qu'elle vit très bien avec ça, dans ce cas-là, on considère que ça va. Bah ouais, carrément. Tu vois ? Le trouble borderline, à partir du moment où tu as des pensées sombres, des pensées noires, à partir du moment où tu te sens pas bien du tout et tu es prêt à te faire du mal, à t'autodétruire et à avoir des comportements d'autodestructeurs, je souffre de ça et j'ai besoin d'être aidée là-dedans. S'il n'y avait pas tout ça et que c'était juste, entre guillemets, des pics très intenses d'émotions, mais que c'est quelque chose où je cohabite très bien avec ça, j'aurais pas fait tout le parcours psychiatrique. Et puis, aucun psychologue ou aucun psychiatre ne serait venu en me disant tu ne fonctionnes pas normalement, on va te donner des médocs pour que tu arrêtes de fonctionner comme ça. Pas du tout. La psychiatrie, c'est ça. La psychiatrie, c'est aider des personnes qui sont en souffrance. Et ça, c'est une très grosse différence. D'accord. Parce que, petite parenthèse, moi j'ai un père qui a un trait autistique. Il s'est jamais fait diagnostiquer, il n'a jamais demandé de l'aide, il n'a jamais été pris en charge, ni quoi que ce soit. Mais pourquoi ? Parce qu'il vit très bien avec ça. Ouais. En fait, il est très heureux, voilà, donc... bien évidemment que nous, en tant que personnes non autistes, on voit une différence dans les comportements, etc. Mais à partir du moment où il est très bien avec ça et où... qui on est pour arriver et puis pour dire... tu vois ? Ouais, carrément. Je sais pas si j'ai très bien c'était pour moi c'était... En plus, elle est tombée sur le dysfonctionnement finalement. Ouais, tu vois. Wakefield. Ouais, voilà. Les 6 points. Parce qu'il y a une définition de la maladie. Bon, définition
définition de la classique, maladie, c'est un champ de guerre, bien sûr, comme tous les champs en philosophie, c'est très difficile, c'est extrêmement compliqué, en fait, on n'y arrive pas. Il y a même des gens qui disent arrêtons avec ce concept, ça sert à rien, ça nous perd. Mais en gros, la définition de la maladie pour Wakefield, c'est un dysfonctionnement. Harmful, néfaste. Harmful, donc néfaste, qui cause une souffrance. Ça pourrait être intéressant en vrai, parce qu'en gros, certaines maladies qui seraient davantage physiques, prenons le cancer par exemple, qui n'est pas seulement physique, si là on fait une prise de sang et on vous dit, alors pour l'instant vous n'avez rien, il se peut que vous n'ayez rien. Par contre, on voit qu'il y a des cellules cancéreuses qui sont apparues, bon on fait simple, hein, mais, et un jour ça peut arriver, il peut y avoir une métastase, il peut y avoir un problème, on a un traitement pour éviter que ça arrive. Dans ce cas-là, ça vaut le coup d'essayer, s'il est vraiment fiable. Alors que dans un cas d'un trouble psychiatrique, le truc du vous ne souffrez pas, vous avez Mais demain tu vas souffrir. Mais demain c'est possible que vous soyez borderline. Là par contre, on voit que tant qu'il n'y a pas de souffrance, c'est peut-être beaucoup moins justifié de commencer un traitement par exemple. Je parle d'un traitement médicamenteux. Donc on voit que c'est totalement différent. Dans un cas, ça va être le dysfonctionnement qui est avéré et observé par un mécanisme qui fonctionne mal dans le corps, hein, pour faire simple. Ce sera donc le dysfonctionnement qui compte. Dans le cas des maladies psychiatriques, c'est plutôt l'inverse. Ce sera le harmful, ce sera la souffrance qui va le plus compter. C'est intéressant, hein, c'est deux logiques complètement différentes et ça emmène plein de conséquences possibles. Ouais, du coup, parce que le dysfonctionnement, on ne voit, a priori, je me trompe peut-être, hein, on ne voit pas de dysfonctionnement neuronal. Il y en a, mais c'est très compliqué. Parce tu que, peux pas le comme cibler. ils sont très nombreux en fait et qu'il y a plein de types différents, en fait il y a plusieurs types. C'est comme pour la dépression en fait, hein, ça paraît clair, mais en fait il y a 10 théories possibles pour expliquer les types de dépression, peut-être parce qu'il n'y a pas qu'une seule dépression. De la même manière, il n'y a peut-être qu'un seul truc pour les borderline, d'un point de vue vraiment physiologique. On met borderline en termes de symptômes des maladies qui sont très différentes. Ouais. C'est une possibilité. Bon, même pas de maladie du tout. Peut-être que c'est un problème qui est principalement social. Autre possibilité, et ça n'enlève rien à la maladie, aux symptômes et au problème lui-même. Parce que si tu accoles le mot maladie, tu as une façon de régler le problème qui est complètement différente. Si tu dis que c'est un problème social et que c'est un problème qui est lié à l'interaction avec d'autres personnes, tu vas essayer de le régler différemment. Donc, je sais pas si, a priori, on peut absolument codifier en disant que c'est bien une maladie. Bon, il se trouve qu'actuellement c'est le cas. Pour l'instant c'est le cas. Mais étant donné la définition que tu donnes là sur les troubles dysfonctionnels et ainsi de suite, enfin le dysfonctionnement néfaste et ainsi de suite, étant donné qu'on ne trouve pas de dysfonctionnement biologique concret, ça n'enlève pas qu'il y a une souffrance réelle et ainsi de suite. Est-ce que l'approche est la bonne, tu vois? C'est très intéressant parce qu'on pourrait faire, par exemple, pour être concret, une expérience de pensée qui pourrait être intéressante. On est d'accord que si, par exemple, là, je suis un médecin et j'observe, je fais une prise de sang, imaginons elle est fiable à 99%, et tout elle est parfaite, très peu de faux positifs, très peu de faux négatifs, tout va bien, significatif, puissant, tout ce que vous voulez, même si l'un ne va pas. Bon. Mais bon, on va dire que tout va bien. Et là, je te dis, dans 3 ans, il est possible qu'un cancer très grave se développe. C'est pas sûr que ça puisse arriver, mais nous on peut te dire que ça a de fortes chances d'arriver et on a un traitement qui est parfaitement fiable. Est-ce qu'on vous opère pour vous enlever en gros les cellules qui posent problème? Tu aurais tendance à accepter ou pas? Sachant que le traitement est parfaitement certain et que tu sais qu'une fois qu'on l'a fait, aucune chance que le cancer se développe. Ouais, moi je pense que j'aurais tendance à le faire. Hein. En revanche, tout le monde, je pense, serait plutôt d'accord, moi aussi, enlevez-moi ça. Tout de suite, contrôle technique avance. Allez, huile de vidange, c'est parti. Si par exemple là on te dit, bon alors vous avez, pour n'importe quelle maladie mentale, considérée comme telle pour les troubles mentaux plutôt, on te dit, dans 5 ans, imaginons que tu es jeune, hein, enfin plus jeune que maintenant, encore plus jeune plutôt, mais tu as 10 ans et on te dit là vous avez une chance très très forte de développer un trouble borderline, de développer un trouble, ça peut être n'importe quel trouble d'ailleurs, un trouble narcissique, trouble antisocial, trouble tout ça, trouble borderline n'ayant pas grand chose à voir avec ça, il faut quand même le préciser, mais voilà. Est-ce que pour toi, des médicaments et une thérapie seraient quand même efficaces en prévention? Je sais pas justement, c'est une vraie question. Parce qu'on est d'accord que pour le cancer, comme le dysfonctionnement est clair, on a plutôt tendance à dire ouais, voilà. Par contre, pour justement un trouble mental, est-ce que ce serait aussi justifié? Je sais pas. Je sais pas parce que qu'il y en a qui vivent très bien avec ça. Ouais. C'est compliqué. Ce qui n'est pas logique. Ce qui n'est pas logique, techniquement. Pour le cancer, ce serait pas logique. On aurait envie de dire, c'est pas logique ce que vous dites. Vous allez avoir un cancer, vous allez mourir. Et après, on ne pourra pas le traiter. Mais c'est vrai qu'avec les maladies mentales, on n'a pas du tout les mêmes, comment dire, les mêmes a priori, quoi. En fait, moi,
je me sens très à l'aise avec des personnes qui ont des troubles psychiques et j'ai aussi, j'avoue, un fond d'admiration parce que pour moi, c'est une richesse énorme. Les personnes... on a tendance, c'est pour ça qu'on stigmatise beaucoup et qu'on a peur des troubles psychiques, c'est parce qu'on ne les connaît pas, mais aussi on a tendance à avoir ça comme que de la souffrance, que des états délirants, que des choses comme ça, alors que pas du tout, c'est une sensibilité qui est différente, c'est une vision de la vie qui est hyper novatrice, moi j'ai l'impression. Ouais. Et vraiment, les conversations sont tellement beaucoup plus enrichissantes de parler avec des personnes qui ont des troubles psychiques. Enfin, vraiment, moi, c'est les conversations que j'ai en hôpital psychiatrique, c'est des gens qui ont une compréhension de la vie, une vision de la vie qui est totalement autre et totalement différente. Et ce serait une très grave erreur de se priver de ça. Oui. Ça, c'est mais vraiment, et il y a un livre qui s'appelle First Rate Madness, un truc comme ça. C'est un très grand psychiatre américain, le livre est best-seller aux États-Unis. Et c'est un psychiatre qui a analysé les plus grands leaders de l'histoire. Et en fait, il s'est aperçu que beaucoup ont a personality disorder, un trouble de la personnalité. Les présidents, Lincoln, Martin Luther King, Napoléon, il y a quelqu'un d'autre, mais on va la regarder. Ok, c'est bon. Claire. Comme ça au moins le truc est dit, continue, pardon. Bien évidemment, mais si on analyse, quand ce psychiatre a analysé les différents types de personnalités des plus grands leaders qui ont créé l'histoire... Je vois le livre de quoi tu parles, j'en ai entendu parler aussi, c'est vrai. C'est hyper intéressant parce que si, imaginons demain, on a un bouton magique qui éradiquerait tous les troubles psychiques, en fait, on se prive de vraiment une très grande richesse et ça, ce serait très dommage pour l'avenir de l'humanité aussi parce qu'en fait, on est considérés comme des fous parce qu'on est différents, mais dans certaines autres époques, ces gens-là n'étaient pas considérés comme des fous du tout, à enfermer dans des hôpitaux, peut-être dans d'autres contextes, dans d'autres cultures, dans d'autres pays. Ces gens-là ont été au final les plus grands leaders de leur... C'est ce que dit Foucault aussi, dans un certain sens. Ouais. Voilà. C'est exactement ce que dit. Voilà. Donc moi, j'aurais tendance à penser de cette façon-là, en fait... Le problème, c'est quand il y a souffrance, mais la souffrance, je veux dire, n'importe qui dans sa vie vit des souffrances. Et c'est aussi de cette souffrance qu'on développe énormément de... Alors lui, il disait l'empathie, la créativité, le réalisme. Je crois que c'était les 3 grands piliers qui définissaient dont les troubles psychiques, tu vois, c'était que les dépressifs ont finalement une empathie extrême, que les bipolaires ou je sais plus quoi ont une créativité extraordinaire, et le réalisme, je sais plus dans quel exemple, enfin bon bref, il faut refeuilleter ce livre-là. J'ai pas réussi à trouver la traduction française de ce bouquin, si vous trouvez la... je ne sais pas. Je ne crois pas. Hein. Moi, je l'ai en anglais. Je sais que j'ai lu des parties en anglais, mais... C'est possible que ce soit pas traduit. Il y a beaucoup, un problème, beaucoup de livres. Parce que la partie dont tu as dit sur les différents leaders, c'est la partie que j'ai lue justement. Je trouvais ça très drôle en vrai. Ça a marché, j'en ai beaucoup entendu parler. Et je crois que tout le monde le disait en anglais, ou alors ils le traduisaient. Eux-mêmes, oui. Voilà, donc forcément, c'est pas une traduction qui est pas... Après, il faudrait voir que ça a peut-être été traduit, mais uniquement dans une maison d'édition moins précise, connue, et ainsi de suite. Et là, forcément, voilà, ça c'est forcément... il sera moins... Ah, mais tu vois, justement, moi, ça me donne envie de dire, arrêtons de parler de malades, en fait. Parlons juste de gens qui souffrent, point. Et on ne parle plus de maladie, et puis c'est normal. Et puis ils ont une créativité, une sensibilité, une perspective sur le monde qui est complètement différente. Ils sont comme tout le monde, quoi. Finalement, tu vois. Donc, pourquoi accoler du coup le terme de malade chez eux? Le stigmate, carrément. On enlève les choses. Autant en faire des gens comme tout le monde. Et considérer ça vraiment comme une potentialité, c'est-à-dire qu'après tout, on pourrait tous le devenir, en tout cas. Et donc cette séparation entre en gros les fous et ceux qui ne le seraient pas, ceux qui ont besoin d'être exorcisés et ceux qui n'ont pas besoin d'être exorcisés, pour reprendre l'exemple, n'est plus du tout pertinente. Et là, ça change complètement déjà notre vision des choses.
Puis ça permet d'être un peu moins bête aussi, sur pas mal de problèmes en fait. Ça permet de réagir correctement aussi. Tout à fait. Pour les autres. Considérer qu'on n'a pas besoin d'avoir ce genre de, de trouble finalement. Un des trucs, un connard. Non mais un des trucs. Oui, mais c'est vrai. C'est pas les critères moraux. Un des trucs terribles que quand je regardais les interviews, ce genre de choses que tu faisais, on me pose toujours la question, mais là ça va. Là. C'est une question tellement stupide. Là, vous allez mordre, vous êtes ouais, c'est vrai. Déjà, tu vois, le fait même d'interagir comme ça, c'est déjà. C'est méprisant. Mais c'est-à-dire qu'il a déjà s'est positionné d'une certaine manière, le gars, tu vois, ou la meuf qui est en face. Vous avez un problème, parlez-nous de votre truc en mode c'est pour ça que nous, on s'en fout. Alors qu'en réalité, c'est pas justifié. Oui, il faut parler naturellement, techniquement. Quand on décrit finalement ce que c'est qu'un trouble borderline, on voit que finalement, il y a des personnes où il y a une exacerbation de ces choses-là, où c'est plus fort, mais au fond, ça reste tout simplement quelque chose de propre à la condition humaine en général. On a tous une peur de l'abandon. On a tous besoin d'aide. La seule différence, c'est qu'il y aura une souffrance plus forte chez certaines personnes. Je sais pas, tu serais d'accord avec ceci ou tu poserais quand même une limite à cette espèce de continuum qu'on dresse là? Par rapport à quoi? Entre en gros les gens lambda et puis les gens qu'on aujourd'hui qualifie avec des troubles psychiatriques. Il faut quand même faire une différence et considérer qu'il y a des personnes qui ont quand même besoin de soins et ainsi de suite, et elles, il faut les traiter à part quand même, les personnes borderline, bipolaires et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle une différence de qualité. Voilà, ou est-ce que pour toi, c'est plutôt un continuum et une différence de degré dont il faudrait prendre en compte, ce qui changerait notre manière de voir les choses. Ouais, et que personne te dira, là, ça va. Peut-être que notre différence n'est pas assez précise, hein. N'hésite pas, si on n'est pas... Bah, pour moi, la psychiatrie, mais c'est comme... là, je vais faire. C'est comme pour l'orientation sexuelle ou les causes LGBT. Ouais. Pour moi, c'est un spectre, vraiment. Et il faut prendre en compte toute la souffrance de la personne sans forcément la comparer. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, moi, de dire, moi, j'ai de la chance, entre guillemets, parce que je suis que borderline et donc que c'est moins grave que d'autres pathologies psychiatriques. Ce à quoi mon psychiatre m'a dit, non. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, à partir du moment où la personne souffre, peu importe quel type de souffrance c'est, on doit valider sa souffrance et la prendre en compte. Donc pour moi, c'est vraiment un... Avant, j'avais une vision comme ça, très binaire de eux c'est grave, moi c'est moins grave, ça c'est pas du tout grave. En fait, pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas... de ce qu'on m'en a expliqué, c'est que à partir du moment où n'importe qui vient vous voir et qui vous dit ça c'est difficile pour moi, j'ai du mal à vivre avec ça et c'est dur, et ben on doit valider ça et entendre ça sans le comparer avec d'autres choses en disant oh là t'abuses, c'est pas si grave que ça. Ouais, les trucs habituels, ça va. Hein. Ouais, voilà. Donc pour moi. Des mecs, ça a un autre sens. Mais bon, allez, pardon. Mais pour moi c'est vraiment un spectre, tu vois, et on a chacune notre échelle et notre degré. Et en fait, je pense que quand il y a quelqu'un qui vient vous parler de quelque chose, on ne sait pas son échelle à lui ou à elle de gravité. Tu vois ce que je veux dire? Genre on n'est pas... En fait, on sait pas. Genre là, sur une échelle de 1 à 10, est-ce qu'on est plutôt à 9? Est-ce qu'on est plutôt à 6? On est où? Ça peut changer d'un moment à l'autre. Exactement. Donc par exemple, moi j'aime bien prendre cet exemple de la rupture amoureuse. Il y en a où sur une échelle de souffrance ça va être du 9 sur 10, alors qu'il y en a sur une échelle de souffrance ça va être du 4 sur 10. Tu vois, ça en est vraiment hyper... ça dépend de la relation, ça dépend de plein de choses, etc. Pour moi, la souffrance, c'est ça. C'est un spectre énorme avec une échelle. On a chacun notre échelle, notre quota. Et on ne sait pas en fait où on se situe. Donc on ne doit pas chercher à comparer. Enfin, je dis on doit, mais... Il faudrait. Espérons. Voilà. Non, absolument, mais il y a quand même dans je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Si, je pense qu'à ta façon, tu as répondu quand même à la question. Moi, j'aurais... En fait, nous, on essaye de voir aussi, c'est cette médicalisation de la société, entre guillemets. C'est-à-dire de vouloir toujours poser un terme... Une pathologie quotidienne, en quelque sorte. De la vie quotidienne. Je vois ça surtout avec les enfants que j'ai, par exemple, à l'école. Il y a les parents qui cherchent tout le temps à savoir est-ce qu'ils sont HPI, est-ce qu'ils ont TDA, est-ce qu'ils ont je ne sais quoi. Alors que ils sont juste
c'est des enfants. Ouais, laissez-les tranquilles. Et donc, est-ce que c'est pour ça que je partais dans ce sens-là, peut-être que ma question n'était pas assez correcte par rapport à la situation. Le fait d'enlever peut-être le mot maladie ou des pathologies, ce genre de choses, on les normalise et on peut avoir une interaction propre à leur situation, au lieu de vouloir les mettre dans des cases, puis avoir une réaction par rapport à la case. Restons à leur individualité, chacun. En fait, ça pour moi c'est le grand piège en psychiatrie dans lequel il ne faut pas tomber et dans lequel je suis tombée. Du coup, c'est intéressant. C'est justement, quand on te diagnostique, c'est de ne plus du tout savoir. Enfin, moi, j'arrivais plus du tout à savoir qui j'étais en dehors de ce trouble borderline. Ouais. Vu qu'on touche à quelque chose de l'ordre de la personnalité, et vu que, en fait, ce qui fait mes principaux traits de personnalité, c'est rattaché à un trouble psychique, dans ce cas-là, je suis un trouble psychique. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Là-dessus, on m'a expliqué plusieurs fois, vous n'êtes pas votre trouble, vous êtes borderline, mais borderline ne vous définit pas. Ça, c'est quelque chose de très compliqué dans la tête à réussir à faire la distinction. Et pour moi, ça, c'est un grand piège de la psychiatrie. Parce que, ça aussi, je ne savais pas, mais en fait, on peut accumuler les différents diagnostics. On peut être borderline et autre chose, on peut être bipolaire et autre chose, on peut être borderline et TDAH, on peut être borderline, trouble anxieux, TDAH, HPI, on peut être... En fait, il y a une infinité de combinaisons là-dessus. Et moi, on m'a diagnostiqué borderline, en fait, au bout d'un moment, j'ai vu qu'on voulait me rajouter d'autres trucs en plus. Ah ouais, ok. Et enfin, on voulait... Apparemment, je serais pas que borderline, mais aussi d'autres choses. Et en fait, c'est là où moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il fallait que je mette un stop à tout ça. Parce que plus on me rajoute des choses, moins j'arrive à m'identifier, à savoir qui je suis. Et je pense qu'il faut faire très attention là-dessus. C'est-à-dire qu'à force de vouloir surcumuler tout plein de mots, de diagnostics, de bidules, de machin, en fait, c'est pas du tout... c'est aidant dans la mesure où ça aide à trouver des solutions. Si c'est dans ce but-là, dans ce cas-là, ok. Mais si c'est dans le but de juste poser des diagnostics, moi ça m'aide pas, moi ça me perd plus qu'autre chose. Mais et plus on me rajoute des trucs, moins j'arrive à savoir. Surtout, j'ai l'impression que ça va à l'encontre de ce que tu nous as justement dit au tout début, où il faut être spécifique à la personne. Exactement. En la mettant dans la case, tu n'es plus spécifique, tu veux traiter la case. La singularité et arrêter de vouloir coller plein d'étiquettes de tous les côtés parce que c'est pas aidant. C'est aidant pour trouver des solutions, mais ça s'arrête là. Et il faut aussi que la personne soit demandeuse de ces solutions. Moi, j'ai pas demandé, j'ai pas cherché à faire des tests de personnalité pour découvrir d'autres choses. En fait, il y a aussi ce truc de est-ce que tout est vraiment bon à savoir.